Alors, je m'appelle Stéphane Caporal-Greco, je suis professeur de droit public à l'Université de Saint-Étienne. Je travaille dans divers domaines du droit public en particulier et du droit en général, droit constitutionnel, théorie et philosophie du droit, histoire des idées, et également sur la question des rapports entre droit et religion, y compris d'ailleurs les questions de théologie politique. Alors, l'affaire Lambert passe aujourd'hui pour une affaire qui opposerait une famille, une partie d'une famille ancrée dans une religion, en l'occurrence le catholicisme, à une autre partie qui souhaiterait mettre fin, qui souhaite mettre fin à la vie de Vincent Lambert. Donc, adversaire de l'euthanasie contre partisans de l'euthanasie, croyants contre non-croyants. Quand on examine cette affaire, il n'est pas du tout certain que la religion joue un rôle aussi éminent qu'on a bien voulu lui faire jouer dans les médias, parce que probablement les rôles étaient ainsi plus faciles à distribuer et les explications peut-être aussi plus faciles à donner plutôt que d'entrer dans des ressorts psychologiques qui, d'un côté comme de l'autre, ne sont jamais simples. Il est effectivement beaucoup plus facile d'opposer la religion et l'anti-religion. Alors, si on essaie de remonter à la source, l'affaire Lambert commence par un accident de la circulation en septembre 2008. Vincent Lambert a un traumatisme crânien, il est hospitalisé à Châlons-en-Champagne, dans l'hôpital dans lequel il travaille lui-même comme infirmier psychiatrique. À ce moment-là, on pense qu'il a des chances de retrouver sa conscience et une partie au moins de sa mobilité. Ça va durer pendant de nombreuses années, non seulement à Châlons-en-Champagne, mais également en Belgique, dans un service spécialisé, et de nombreux médecins, de nombreuses équipes médicales essaieront de rendre à Vincent Lambert tout ou partie de ses capacités physiques, psychiques et intellectuelles. À un moment, en 2012, 4 ans donc sont déjà passés, à un moment donc, l'un des médecins, le docteur Cariguer, estime que l'état de Lambert ne s'est pas amélioré, l'état de Vincent Lambert ne s'est pas amélioré, et que probablement il ne s'améliorera pas. Il décide d'arrêter les soins, ce qui passe par exemple par l'arrêt des traitements anti-escar, qui évidemment, si on estime que Vincent Lambert a encore un certain degré de conscience, quand bien même il ne le manifesterait pas, peut constituer un traitement cruel. Inversement, si on considère qu'il n'y a plus aucune possibilité de réaction, alors cet arrêt de ces soins finalement ne présente pas de difficultés particulières. Mais en arrêtant les soins habituels, Vincent Lambert ne peut pas décéder, parce que Vincent Lambert n'est pas branché. Aucune machine ne le fait vivre. Son cœur fonctionne régulièrement, ses fonctions respiratoires également. La fonction de déglutition, elle, ne fonctionne pas, et c'est pourquoi il est alimenté par une sonde. Alors, arrêter les soins de Vincent Lambert, en réalité, c'est arrêter la nutrition et l'hydratation de Vincent Lambert. Le docteur Cariguer lance ce protocole d'arrêt des soins qui est prévu par la loi Leonetti, cette loi de 2005 qui se rattache, ou en tout cas entend se rattacher à l'acharnement, à la question du refus de l'acharnement thérapeutique. Refus de l'acharnement thérapeutique qui, rappelons-le en passant, est également accepté parfaitement par l'Église catholique, puisque on évoque les questions religieuses. Oui, mais voilà, là il s'agit d'arrêter de nourrir Vincent Lambert et d'arrêter de le faire boire, de lui donner à boire. Ses parents ne sont pas au courant. Seule son épouse, Rachel Lambert, a été mise au courant. Et ses parents la prennent par hasard. Ils habitent dans le sud de la France. Son père a été hospitalisé à Marseille pour
une opération de chirurgie cardiaque, et évidemment, ils n'ont pas la possibilité de monter voir leur fils régulièrement. Ils apprennent donc cette décision par hasard, et là, ils font tout pour s'y opposer. Ils vont jusqu'à intenter contre le docteur Carriger une procédure relevant du droit pénal pour tentative d'assassinat. Je passe sur les très nombreuses péripéties, les très nombreux rebondissements juridiques, juridictionnels, puisqu'on ira tout à la fois devant les tribunaux correctionnels, devant les tribunaux administratifs, au moins 2 fois devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, devant le Conseil d'État, devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant le juge des tutelles, devant la première chambre civile de la Cour de cassation, et je dois sans doute en oublier encore. Alors, quel est l'enjeu de cette affaire? Le premier enjeu, je l'ai évoqué, c'est celui de savoir si la nutrition et l'hydratation constituent des soins, un traitement en quelque sorte, au sens thérapeutique du terme, ce qui jusque-là n'avait pas été retenu. La question en réalité ne s'était pas vraiment posée, mais il est évident que lorsque on donne son biberon à un enfant, on ne pense pas qu'on lui administre un traitement. Donc la question ici est posée brutalement, d'autant que le premier arrêt des soins, si on considère donc qu'il s'agit de soins, c'était l'arrêt de la nutrition et d'une partie de l'hydratation. Or, au bout de 21 jours, Vincent Lambert vivait toujours. Et ce n'était pas prévu qu'un homme dans son état ait encore cette capacité de résistance. Cela a évidemment étonné l'équipe médicale. Cela a été interprété bien sûr par ses parents comme le signe que la mort ne voulait pas de lui. Et puis le climat se tend entre les parents, Viviane et Pierre Lambert, et l'épouse de Vincent Lambert, Rachel Lambert, qui, jusqu'au bout de cette affaire, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, sera sollicitée, puisqu'on vient, il y a quelques jours, le 8 décembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de confirmer que la tutelle de Vincent Lambert était confiée à sa femme, alors même qu'elle a, sans véritablement se prononcer, mais on sait bien qu'elle souhaite l'arrêt de ces soins, si on considère qu'il s'agit de soins, et le Conseil d'État, en 2015, a considéré effectivement qu'il s'agissait de soins et que donc on était dans le cadre de la loi Leonetti. Cette affaire Lambert, c'est aussi une affaire qui oppose les médecins entre le docteur Carriger, le docteur Ducrot, qui est chef d'un service spécialisé dans les questions d'éthique médicale, mais aussi, bien sûr, il est spécialisé dans les questions d'éthique médicale, mais aussi qui traite les patients dits post-relationnels, c'est-à-dire qui ont cette conscience altérée, qui serait celle de Lambert pour ceux qui s'opposent à ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, l'euthanasie. Donc, opinion de médecin contre opinion de médecin, opinion d'experts contre opinion d'experts. Des experts se prononceront devant le Conseil d'État en disant que probablement l'état de conscience de Vincent Lambert ne s'améliorera jamais. Alors certes, on nous dit ses parents seraient proches, je n'en sais rien, hein, de la fraternité Saint-Pédis, qui est un courant traditionnaliste de l'Église catholique, un peu en délicatesse avec Rome, mais qui relève tout de même de l'Église catholique. Et en face, on a vu évidemment se mettre en place les réseaux habituels de l'association Mourir dans la dignité, une partie des milieux de la franc-maçonnerie. On a vu les évêques prendre parti pour le maintien en vie de Vincent Lambert, mais de manière finalement très tardive hein, et finalement très discrète. On sent que la religion est un aspect, mais un aspect seulement de cette affaire, qui a été sans doute médiatisée, d'autant plus qu'on a vu pour la première fois le ministre de la Santé prendre parti et faire appel, obliger ses services, j'allais dire inciter, ordonner à ses services de faire appel
dans une des instances juridictionnelles, ce qui est absolument inhabituel. Et donc, évidemment, l'aspect exceptionnel de cette affaire a été encore renforcé.